Yes! Cool. Bon, bah donc je me lance dans la petite présentation rapide de Caravanier. Caravanier, c'est ça, ça a été fondé en 98 par Suzanne et Richard qu'on voit au centre de cette photo. Et Caravanier, bah, c'est voyager et agir. Voyager parce que c'est le cœur de notre métier, de vous faire voyager, mais agir aussi, ça fait partie de l'ADN, puis ça passe par plusieurs actions qu'on essaye, en tout cas, modestement de mettre en place. On est, très conscient évidemment de l'impact qu'on a quand on voyage. Alors, pour cette raison, on essaye de faire attention, puis, de faire les choses bien, en tout cas le mieux possible quand on pense, quand on réfléchit, quand on construit nos itinéraires. Alors c'est ça, ça passe en tout cas par, la compensation carbone depuis, 2010. Donc c'est automatiquement inclus dans le prix de tous nos voyages. Donc on reverse, un montant à Planétaire, qui va aller directement dans des projets, environnementaux et sociaux, au niveau local et international. Puis depuis 2018 aussi, on est membre du 1 pour la planète, ce qui fait qu'on reverse 1 de notre chiffre d'affaires donc à l'organisme 1. Et donc même chose, donc dans chacun de vos voyages, il y a le 1 qui est automatiquement, inclus aussi. Et pareil, donc ça retourne directement à des associations, des organismes, donc de protection de l'environnement. Ça passe pas que par l'environnement, aussi, le mot agir, mais c'est aussi le côté social, nos équipes locales, entre autres. Puis, j'aime bien, raconter un peu l'histoire de cette photo, ici, là. C'est sûr que toutes les membres de notre équipe sont pas présents. Il manque encore, plusieurs personnes de la famille Carvanier, mais quand même, elle représente bien un peu, l'idée. Et en fait, elle a été, prise cette photo, pour nos 20 ans, en 2018, on avait organisé une grande méharée dans le désert et on avait une centaine de voyageurs donc qui se sont joints à nous. Puis, on a vraiment eu la volonté d'inviter aussi nos partenaires, nos équipes à travers le monde pour vraiment, renforcer les liens, créer des ponts parce que toutes ces personnes sont, évidemment très importantes, pour nous. Donc ça a été vraiment l'occasion de se retrouver tous ensemble, au Maroc. Puis, sur cette photo-là, il y a vraiment, tous les continents, quasiment. On a si je commence sur la droite là, justement, on a Babou et Tendi, qui nous venaient tout droit du Népal. On a Ivan aussi, d'Équateur. En bas, il y a Vico du Pérou. Puis quand je vais un peu plus sur la gauche, on a Ramso, de Tanzanie et tout à gauche, Antonis, de Crète. Alors c'est ça, on a vraiment, du beau monde, on s'est beaucoup amusé puis ça passe par là donc quand je parlais de petites actions, d'agir, j'en parlerai un peu plus tard, mais on a quand même un lien très fort avec le Népal, donc ça passe par le soutien d'une école au Népal depuis longtemps, que ça soit des levées de fonds lors du séisme ou pendant la pandémie pour les soutenir. On a travaillé aussi avec, Architectes de l'urgence, au Népal lors du gros séisme, donc bref. C'est ça, un petit peu, l'histoire de Caravanier, puis je vous invite à regarder ou à nous, en tout cas, à nous poser des questions si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite, je vous présente, Ouais, heu je t'en connais. ouais, attends, de quoi? Ça, 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 ça colle. Ah, Ah, yes. Un petit mot rapide donc sur, les personnes qui, vont vous présenter la conférence ce soir. Donc je suis accompagnée de FX, François Xavier ici. 2-3 mots, alors, c'est ça, FX, il s'occupe il est très polyvalent, autant guide, spécialiste de destination, donc assez polyvalent dans le domaine. Il peut vous parler autant d'expéditions plus techniques, là, comme le Mera ou la Concagua ou des hauts sommets, autant que nos voyages les plus, épicuriens comme les Canaries, le Japon ou même, plusieurs de nos destinations en Afrique. Alors, c'est ça, ce soir, il va vous présenter, plusieurs de nos voyages, au Népal. Et moi-même, donc Ophélie. Puis, même chose, je vais avoir le plaisir de vous présenter, c'est que 2 voyages en tout cas, au Népal. J'ai eu la chance d'y aller l'année passée, donc c'est encore tout frais dans ma tête, puis j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux quand je vous en parle. Donc c'est ça. Je lance la balle à FX pour la suite. très bien dit. Donc, un peu d'histoire, donc par rapport au Népal, à la région
je dirais, un peu spécifique de l'Everest. C'est celle que l'on fréquente le plus souvent. C'est celle où on envoie le plus de groupes. Donc, si on remonte un peu au 19e siècle, évidemment, l'histoire du Népal remonte à beaucoup plus loin que ça, mais dans l'histoire moderne, c'est-à-dire la perspective historique de se projeter comme marcheur, randonneur, expédition dans ce monde-là de l'Himalaya et des hautes montagnes, ben, ça remonte à monsieur ici. Donc, Georges Everest, qui était en fait un géologue de l'Institut britannique de géologie basé en Inde et qui a repéré, calculé la hauteur et la montagne qui aujourd'hui porte son nom, le mont Everest. Donc ça remonte à peu près à la fin des années 50, 1850 environ. Et l'histoire, depuis, a marqué l'imaginaire, a marqué un peu le rêve, finalement, pour plusieurs gens qui ont tenté, suite à l'avoir repéré, ont tenté l'ascension. On voit ici une expédition britannique. Donc, certains d'entre vous peut-être connaissent, mais c'est l'histoire de Irvine, Eddie Irvine, et puis George Mallory. Donc, dans les années 20, entre 1921 et 24, on fait 3 expéditions. C'était à l'époque du côté du Tibet, puisque le Népal était un royaume fermé aux étrangers. Donc, on essaie de repérer une voie pour faire l'ascension et ensuite tenter de faire l'ascension du sommet. Et l'histoire dit qu'à un moment donné, 2 d'entre eux, Irvine et Mallory, ont disparu vers les derniers pas ou les dernières centaines de mètres menant au sommet. Et l'histoire a animé beaucoup d'imagination jusque dans certains mangas japonais, qu'on appelle le domaine des dieux, qui récite un peu l'histoire de la fameuse caméra de Irvine ou de Mallory qui aurait été retrouvée, ou si elle avait été retrouvée, quel en aurait été le contenu? Est-ce qu'il y aurait eu des preuves visuelles qui auraient fait l'ascension de l'Everest ou pas, ou est-ce qu'ils sont décédés avant de se rendre au sommet? Donc, ça reste encore nébuleux, toute cette histoire, mais ça a marqué les grandes expéditions britanniques. Et tout ça a pris du temps, tout ça a évolué. Et 30 ans plus tard, en 1953, on se retrouve avec ces 2 gars-là, Tenzing Norgay et puis Edmund Hillary. Donc, le Népal venait de s'ouvrir, ça faisait 2-3 ans que les frontières tranquillement s'ouvraient. Les Suisses, l'année d'avant, avaient reconnu et repéré la voie actuelle de l'Everest par la Combe, donc du côté du Népal. En fait, à partir du camp de base qu'on connaît aujourd'hui, donc le même lieu, avec ce superbe glacier qui est le Khumbu. Et en 1953, au bout d'une longue expédition lourde, très classique, avec des centaines de porteurs, des grandes équipes, un grand leader d'expédition, ces 2 gars-là sont arrivés en fait au sommet de l'Everest pour la première fois. Donc c'était la première fois l'humain posait le pied sur la montagne la plus haute de la planète. On était le 29 mai 1953. Le temps a évolué. Il y a eu entre-temps plein d'autres expéditions sur l'Everest. Il y a eu entre-temps le début du tourisme de trekking dans les années fin 60. Avec, bon, on peut voir là, les voyages comme un peu, pas tant les Beatles, mais plus Jimi Hendrix et autres de la culture, la contre-culture hippie se rendait à Katmandou et le tourisme de marche a commencé. Et dans cette grande vague-là, 2 alpinistes en 1978 ont émergé, donc Reinhold Messner puis Peter Habeler, donc ce sont des Autrichiens et Italiens tyroliens qui ont mis un peu un regard différent sur les expéditions de l'époque, les grandes expéditions lourdes, pour faire des ascensions de 8000 mètres en style alpin, c'est-à-dire un style où l'acclimatation se fait de manière très légère, où l'approche aussi est très légère, donc pas ou presque pas de soutien technique de la part des Sherpas et autres. Et en 78, Messner et Abeler réussissaient un pari quasiment impossible de faire l'ascension de l'Everest sans oxygène. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. C'est un peu même dérivé, je vous dirais. On sait que maintenant, il y a des gens qui réussissent à faire les 14-8000 mètres en 3 mois et demi à peu près. Mais cette époque-là, très puriste, où l'Everest est encore très peu développé, elle est propre à quelques alpinistes de cette époque-là. Et c'est là qu'après tout ça, nous, on se situe. Donc, l'histoire de caravaniers dans cette région du monde en particulier remonte à la fin des années 90,
où le fondateur, Richard Rémy, a connu une équipe locale qui l'a marqué, je pense, profondément. En l'occurrence aussi, Babou chez Sherpa, qui est un Sherpa d'altitude très connu, qui était reconnu aussi pour en fait, son ascension de l'Everest avec nuitée sur le sommet, on peut appeler ça de même, une nuitée. Donc, ce serait, à l'époque, c'était la personne qui avait réussi à rester le plus longtemps au sommet de la planète, donc ça reste quand même pas banal. Et après ça, ben, en est dérivé tout un paquet une certaine gloire, si vous voulez. Caravani est né un peu de ça. Donc avec et là, Félix, je suis un petit peu perdu avec son frère Babou. Bref, Tendi. Bref, tout ça, c'est vraiment le cœur de l'origine de Caravani. Malheureusement, Babou Chéri est décédé dans un accident 1 an plus tard. Donc, le mythe, le culte de la personne est resté depuis et beaucoup, en fait, c'est quelque chose qui a marqué profondément Caravani, qui marque encore l'histoire aujourd'hui. On va retrouver des traces de ça à travers tous nos treks dans la région de l'Everest, que ce soit la vallée de Tamé ou le pays Sherpa, où on va passer dans sa famille, passer dans sa communauté, être avec des gens de sa famille pendant le trek. Donc notre équipe locale est à l'origine est originaire de là. Bref, donc ça remonte déjà à presque 25 ans. Et 25 ans plus tard, et je ne sais plus combien de treks organisés, ben, nous y voilà pour la saison prochaine, qu'on va vous parler dans les prochaines minutes. Je fais un petit parallèle, plutôt géographique, donc là, on n'est plus trop à l'échelle de 150 ans, mais plutôt à l'échelle de 150 millions d'années. Donc, pour comprendre que, eh ben, l'Himalaya est le résultat, finalement, d'une fragmentation d'un grand continent à l'époque qui s'appelait Pangée, et dont une portion de l'Afrique, finalement, s'est ramassée à être en contact avec le continent euh, asiatique, donc pour créer finalement, au bout de longues années, hein, plusieurs millions d'années finalement, la chaîne de l'Himalaya. Donc c'est vraiment une zone d'impact. Alors tout le plateau tibétain est la répercussion de cette zone d'impact-là. Et du côté foothill, donc du côté sud, au Népal, c'est vraiment la zone de colline créée par l'impact. Et donc c'est là, c'est pour ça que se situent les plus hauts sommets de la planète qu'on peut voir géographiquement comme ceci. Donc, c'est un immense plateau, l'Himalaya. Et donc, nous, au Népal, on se concentre vraiment de manière précise sur une région de tout ce grand plateau où se situent la plupart, pas tous, des grands sommets de la planète, dont 8000 mètres. Donc, si on regarde sur une carte maintenant, qu'est-ce que ça a l'air, où on va? Donc, tous nos voyages arrivent et repartent Bhaktapur, Katmandou, c'est l'étoile au centre. Et ce soir, on vous parle de 4 grandes randonnées qu'on peut distinguer ou géolocaliser ainsi. Donc, tout d'abord à l'ouest, ou du moins au centre du pays, le Tour du Manaslu. Le Tour du Manaslu, il est un peu original par rapport aux autres. D'abord parce qu'il n'est pas dans la grande région de l'Everest, et aussi parce que c'est un long trek qui va dans un autre univers du Népal, au pied évidemment d'une montagne qu'on appelle le Manaslu. Il est pas loin des Annapurna, et on va rencontrer des cultures qui sont différentes que celles des Sherpas. Donc c'est vraiment un trek plutôt immersif, puisque la région, elle est peu développée comparée à l'Est. La région est ouverte depuis environ 20 ans, donc à l'échelle que je racontais tout à l'heure, c'est quand même différent. Et c'est une région qui est encore très en autarcie aujourd'hui, puisque bon, c'est peu développé, ça s'est pas développé. On va aller à l'est, donc me concernant, donc ben, il a fallu que je te pitche la balle pour l'Everest puis la vallée de Tamé. Yes. Des petites Euh, distinctions. ouais, donc Pays Sherpa, ça va être notre voyage le plus court en fait. On va vraiment se concentrer dans, c'est ça, dans la vallée là, dans cette vallée-là du Pays Sherpa. C'est un beau trek pour une première introduction, en tout cas l'Himalaya. Il est un petit peu moins haut en altitude que les autres, donc un petit peu moins exigeant là, même si encore une fois, ça n'empêche qu'on va voir quand même des beaux sommets enneigés.
Ça reste très contrasté aussi comme paysage entre vallées, luxuriantes, verdoyantes, puis, des belles montagnes quand même qu'on voit. Puis il y a le volet culturel aussi qui prend beaucoup, beaucoup de place parce que, beh, on rencontre les locaux, on passe par des petits villages, il y a le bouddhisme aussi tibétain qui est assez présent, donc bref. Très beau voyage autant, culturel que par les paysages, qu'on rencontre. Et l'autre, voyage dont je vais vous parler aussi, bah, c'est l'Everest par la vallée de Tamé. Celui-là débute aussi dans le pays Sherpa, puis ensuite lui par contre on va s'approcher un petit peu plus des géants de 8000. Donc on va vraiment aller s'approcher un peu plus. On passe par la vallée de Tamé qui est beaucoup moins, fréquentée que la vallée du Khumbu là qui rejoint le camp de base de l'Everest. Donc je vous parlerai plus tard là de vraiment de la nuance là-dedans et de pour quelles raisons on passe par là. Mais en tout cas, donc vallée Tamé, vallée de Gokyo aussi, la vallée glaciaire de Gokyo qui est absolument magnifique puis qui offre des vues assez spectaculaires. Alors, puis celui-là, il est un petit peu plus long aussi. Donc c'est plus un trek de 18-19 jours. On prend encore un peu plus le temps sur ce voyage-là et on s'approche des hauts sommets. Puis le dernier, ben, c'est le Méropic. Donc, le Méropic, c'est la touche haute montagne de notre offre au Népal. C'est une montagne qu'on fait depuis des années, qu'on fait une fois par année environ. Et donc, là, on se trouve juste à l'est de la région du parc national de Sagarmatha, c'est l'Everest. Un petit peu moins connu, mais on passe toujours par un tronçon commun qui est le pays Sherpa. Donc, c'est un beau mélange des deux, mais évidemment, c'est une ascension du sommet accessible dans l'univers du langage de l'alpinisme, mais on va monter à presque 6500 mètres. Donc, c'est vraiment la distinction. On parle ici d'une expédition. Voilà. Donc, tous nos voyages, les 4 qu'on vient de cibler ici, vont arriver à Bhaktapur, repartir de Katmandou, ou plus précisément de Tamel. Donc, c'est un peu la thématique, je vous dirais, qu'on donne à chacun de nos voyages. Après ça, les guides, parce qu'il y a plusieurs guides qui travaillent pour nous là-bas, ben, ont chacun leur couleur, vont donner chacun leur regard sur ces lieux-là. Donc ça reste qu'on n'aime pas trop la standardisation, et tant mieux, tant mieux. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est d'abord une immersion dans Bhaktapur. Un des esprits, je trouve, particuliers de Caravanier, c'est tout de suite vous forcé à être en immersion culturelle ou en immersion géographique assez choquante par rapport à chez nous. Donc, le fait d'arriver directement à Bhaktapur permet vraiment ça. Bhaktapur, c'est une cité ancienne, donc à l'époque où le Népal était composé de royaumes distincts. Donc avant 1760, 1759, c'était des cités-États, et chacune d'entre elles ont évolué de manière distincte. Donc on est préservé certaines d'entre elles aujourd'hui encore. Donc Bhaktapur, c'est certainement la plus belle, la plus étendue, la mieux préservée historiquement. Donc c'est un site patrimoine mondial de l'UNESCO, et nous, on est en plein milieu de ça. On va profiter des Durbars, donc des places centrales royales qu'on voit ici, du marché, des fois, qu'on retrouve aussi sur ces places-là, et des fameux grands temples qu'on retrouve de style pagode qui remontent au 14e, 15e, 16e siècle environ. Donc, c'est un petit clin d'œil voyage dans le temps qui est quand même super intéressant et évidemment très contrastant. On va avoir l'occasion dans nos premières journées et demie environ de faire une immersion forcée, d'aller palper le pouls un peu de la vie locale, du rythme de Bhaktapur, qui est, pour vrai, distinct de tout ce qu'on peut retrouver ailleurs au Népal. Donc, le trip, littéralement, c'est d'aller marcher dans les rues, d'aller voir la vie, puis de prendre la première ruelle qui nous intéresse, pour déboucher des fois, petit clin d'œil ici, sur des temples, des cours intérieurs où il y a des cérémonies, on va vénérer un tel, on va, vous savez, au Népal, on a 2 grandes religions, le bouddhisme et l'hindouisme. Il doit y avoir à peu près des déclinaisons de dizaines, voire de centaines de milliers de dieux, en tout cas du côté des hindous. Alors, il y a toujours un dieu ou un autre qui est vénéré selon le temple, etc. Donc, c'est super riche, c'est tout empilé un dans l'autre, tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de se choquer culturellement et d'en apprendre aussi, le temps justement de faire une transition géographique avant de se lancer sur les grands treks. On aura l'occasion pas à Bactopo, mais à
Katmandou. Donc, petite distinction, là, c'est le grand Katmandou. Oui, Bhaktapur est pas très loin, mais nous, on va aller un petit peu plus au retour dans un quartier touristique qu'on appelle Tamel. Et là, on proposera des visites d'observation culturelle, des immersions sociologiques ou spirituelles. Donc, c'est encore une fois, ça dépend de chacun des guides. Je parle ici, entre autres, du site de Pashupatnath, donc qui est un site qui vénère le dieu Shiva sur une rivière qu'on appelle la Bagmati, qui est un affluent du Gange. Donc, il y a toute cette connotation-là qu'on peut peut-être référer, si certains ont des images en tête par rapport à Varanasi, au Gange ou autre. Donc, on est vraiment là-dedans dans l'univers hindou. Donc, ça sera un regard là-dessus. Des fois, on décide de ne pas y aller non plus parce qu'on ne veut pas non plus trop être comme des voyeurs, si vous voulez. Donc, ça va vraiment être selon l'approche du guide. Encore une fois, on veut peut-être pas tomber dans des photos comme ça trop touristiques, mais qui sont quand même drôles à voir. Donc, les sadhus, hein, qui font partie de cet univers-là, pour vénérer Shiva, qui tourne autour du site de Pashupatnath, mais qu'on aura l'occasion de voir un peu partout dans Katmandou. L'idée à Katmandou, c'est un peu la même chose aussi. Il y a une vieille place qui s'appelle le vieux Katmandou avec ses grands temples de toutes les époques, donc c'est super intéressant. Donc on marchera dans le vieux Katmandou sur les vieilles routes qui reliaient à l'époque les routes de commerce entre Pokhara, entre l'Inde et voire même le Tibet. Donc ces grandes routes de commerce, on les retrouve encore aujourd'hui, mais c'est rendu des routes qui sont mangées par la ville. Mais on va quand même être en contemplation devant tout ça, surtout devant des arbres, des poteaux de téléphone, pardon, dont le système de connexion me semble un peu complexe. On approfondit Vieux Katmandou, les temples, on va voir des traces malheureusement du grand tremblement de terre de 2014, 2015. Des temples qui sont tranquillement en reconstruction, donc tout ce passé, ce présent, ce mélange, tout ça. Donc on est vraiment en immersion dans, dans le Népal, dans nos premières journées à Katmandou. On creuse un petit peu plus, culture Sherpa, donc c'est certain que pour les treks comme le Mera Peak, le pays Sherpa, la vallée de Tamé, et même les autres, je vous dirais, puisque notre équipe locale, comme on l'a raconté tout à l'heure, provient principalement de l'est du pays, donc ce sont des gens de culture Sherpa. Donc je tiens à dire ici, grosse parenthèse, qu'un Sherpa ne veut pas dire nécessairement un porteur. Un Sherpa, c'est le nom d'une ethnie. Donc en langage local, c'est peuple de l'Est, donc Sherpa. Et on les retrouve principalement dans la petite zone ici qu'on voit en vert, au sud le Sulu, donc le pays Sherpa, et au nord le Khumbu, plus la vallée de Tamé dans ce cas-là. Donc c'est vraiment deux régions distinctes pour un grand peuple. Un grand peuple qu'on va distinguer, reconnaître par son accueil, par sa générosité, sa dévotion au travail qui est complètement hallucinante. Entre autres, par, oui, le métier de portage. Donc ici, on fait toujours la blague d'essayer de porter, ou du moins d'essayer de comprendre comment ça marche, l'équilibre par le coup que tout le monde utilise là-bas. Alors, ça va faire partie de l'interaction qu'on aura avec eux. Mais c'est certainement un aspect du voyage qui est, qui est primordial, qui est super fort. C'est ce moment d'échange qu'on aura quotidiennement avec eux et leur don de soi, littéralement, pour que notre voyage se passe du mieux possible. Donc, au matin, souvent, la tradition du thé, de l'eau chaude. Donc, ils sont toujours là avant qu'on se lève pour justement que la journée commence bien. Et on a le soutien tout le temps pendant qu'on marche de certains de ses membres, entre autres ici Tendi, donc qui est certainement le lien historique avec Caravanier, donc qui encadre nos voyages depuis le tout début. Donc, qu'on appelle un sirdar. En fait, un sirdar, c'est un peu le lead Sherpa pour les voyages de marche. Il sera accompagné de plusieurs autres. Donc, à travers le temps, petit clin d'œil dans le passé, avec les couleurs. Et maintenant, plus vers le futur ou le présent. Donc, ce lien-là a toujours été fort. Et le moment où on se quitte à la fin, parce qu'il arrive toujours ce moment-là, hein, où nous, on regagne Katmandou, puis eux, ils restent dans leur vallée des montagnes, ben, c'est toujours à charge émotive très forte. Voilà, donc je te passe la balle pour le premier circuit sous le regard de ce yak.
Parfait. Alors attends, à mon tour de partager. Ah, les transitions, c'est... Posez-nous des questions là, pendant ce temps-là. Alors attends, je fais ça vite. Hop, c'est tout bon? Tu vois la bonne page? Mm. Cool. OK, donc pays Sherpa, le premier voyage, c'est les collines du Solu au Numbour. Puis le deuxième, donc c'est l'Everest par la vallée de Tamé. Je vais parler un peu des 2 en fait. La première partie, de présentation va vraiment être axée sur le pays Sherpa, mais finalement ça se conjugue très bien aussi. Puis c'est le début de notre itinéraire, l'Everest par la vallée de Tamé. On a toute une introduction par le pays Sherpa. Donc finalement, c'est vraiment, une présentation commune, puis je terminerai avec plus de détails pour l'Everest par Tamé, puis Gokyo évidemment. Mais bref, donc je mets l'accent au début sur le pays Sherpa principalement. Donc bah, comme FX le disait, là, on arrive à Bhaktapur, puis ensuite, bon, bah, on a une longue journée de route pour aller rejoindre le pays Sherpa, le cœur du pays Sherpa en tout cas. Donc on y va en Jeep, c'est vraiment un choix aussi en tout cas de faire cette progression par la route. C'est comme une journée de voyage en soi, là. Ça vous permet vraiment déjà de comprendre un peu les paysages qu'on traverse, le type d'environnement dans lequel on est. Puis ça nous sécurise aussi du temps dans la marche parce que la raison pour laquelle on prend pas d'avion ou d'hélicoptère en partant, c'est aussi pour des raisons, météo. Si jamais il y avait puis ça arrive quand même relativement souvent, mais s'il y avait, en tout cas un peu d'imprévu, une mauvaise météo et que ça nous empêche de partir, bon, ben, ça vient jouer sur notre acclimatation possiblement aussi. Donc on a vraiment fait le choix de partir par la route en début de voyage, puis souvent, ben, on revient dans la plupart de nos itinéraires, on revient, en hélicoptère, à la fin de notre trek. Donc c'est ça, donc belle progression à l'aller pour aller rejoindre le début de notre trek. On rencontre sur place en arrivant, bah, l'équipe locale, les guides, les cuisiniers, les porteurs, puis ensuite, bon, ben, on est parti. Donc pays Sherpa, les collines du Solo Numbour. Quand on parle de collines, tout est très relatif. On parle de collines à format, je dirais, himalayen. Donc, faut pas avoir en tête les petites collines qu'on peut avoir au Québec, ça n'a rien à voir. Là, vous allez quand même voir des montagnes, même si c'est des montagnes de 6 000 à 7 000 mètres. Bah, dites-vous que c'est les collines qu'on retrouve au Népal. Puis, c'est ça l'idée. Mais vous allez quand même être dépaysés, puis on fait pas juste marcher dans la forêt, au contraire. Donc, exemple de collines qu'on retrouve dans le voyage pays Sherpa, qui sont quand même pas si mal. Alors c'est vraiment, c'est ça, pays Sherpa, c'est comme je disais tantôt, c'est un trek de à peu près 11 jours de marche. On va vraiment, quand même avoir cette initiation, ce premier aperçu, des montagnes, mais en passant vraiment par des vallées, très luxuriantes, très verdoyantes. On passe aussi par plein de petits villages, ce qui fait qu'on a vraiment un très, très beau contraste, dans l'itinéraire. Hem donc c'est ça. Au niveau de l'altitude, on n'est pas non plus, trop haut là. On va vraiment naviguer entre 2 500-3 500 mètres pendant le trek. On va passer un col à 4 500, mais on va pas y dormir. On dort toujours un peu plus bas que cette altitude-là, ce qui en fait quand même un voyage, soutenu, mais on n'est pas rendu, dans un niveau trop exigeant. En tout cas, ça reste un très bon voyage, pour, une première introduction en tout cas à l'Himalaya là, si vous voulez, partir dans ces conditions-là. Donc, c'est ça, les petits villages, on rencontre vraiment, plusieurs, personnes. Comme on le disait tantôt, plusieurs personnes de notre équipe locale viennent en fait, sont originaires des petits villages, qu'on va traverser. Ce qui fait que, l'invitation à boire du thé, est souvent fréquente. C'est pas rare qu'on aille boire, le thé, prendre un petit moment, chez la sœur de Tandy ou, quand on voit sa maman qui vient nous apporter du thé un matin sur un campement, on est souvent invité, donc ça crée vraiment des moments assez privilégiés et pour le coup, très authentiques, même si le mot peut parfois être un peu, biaisé. Là, pour le coup, on est vraiment dans un environnement qui est, très, très peu fréquenté. C'est assez rare là qu'on croise d'autres mondes marcher, sur les mêmes sentiers que nous dans le pays Sherpa. Donc ça amène vraiment des très beaux moments de partage avec les gens qu'on croise. Petite photo, de l'école, à Akang. On dort dans la cour d'école justement, laquelle on a aidé à construire, à mettre en place, de nombreuses années, aidés aussi par Babou Chiri Sherpa là, qu'on présentait au début.
Donc c'est une petite école, mais vraiment le fun en tout cas d'y aller, de se rendre compte là, il y a juste 4 classes, puis ça regroupe 2 villages, voisins. Ça n'empêche que les élèves qui viennent peuvent parfois faire, 45 minutes de marche le matin, 45 au retour. Alors s'il y a école cette journée où on dort, dans la cour, c'est fort probable qu'on voit, ces petits bouts de chou, c'est nous faire des petits coucous. Alors, c'est ça, le genre de petites rencontres qu'on a. Au niveau des sentiers, ben, comme je le disais, on peut vraiment être dans des forêts très luxuriantes, de s bon, on n'est pas dans des passages techniques, ou trop accidentés non plus là, c'est juste, un exemple de ce qu'on peut retrouver, sur nos chemins. Mais c'est ça, c'est vraiment, des belles forêts. Au printemps, il y a les rhododendrons là qui sont en fleurs, donc c'est vraiment aussi, très, très beau. Ça donne, une ambiance aussi. Hem, c'est sûr qu'au Népal, si vous n'aimez pas monter, descendre, les dénivelés, bah, c'est peut-être pas la bonne destination. Parce que pour le coup, là, on monte et on descend à chaque jour, mais ça se mérite. C'est il faut les passer, les vallées. Donc, on vous allez avoir les mollets, bien affûtés à la fin du voyage, ça c'est, garanti. Mais c'est ce qui nous offre aussi, bah, vraiment des vues incroyables, là, comme, bah, c'est ça, on traverse des montagnes, des forêts, je veux dire, assez verdoyantes. On peut passer par des bananeraies, puis au loin, bah, on a ces, montagnes-là, enneigées, ces fameuses collines de 6 000 à 7 000 mètres, comme le Numbour justement dont on parlait là de 7 000 mètres. Donc c'est assez flyé. Donc toujours le même, type de petits sentiers, qu'on pourrait, croiser. Il y a des portions parfois qui peuvent être un peu plus spectaculaires, mais n'empêche qu'on est sur jam il y a rien de vertigineux là dans l'itinéraire, donc il y a rien qui peut être, trop technique comme passage. Donc hop, donc c'est ça, donc encore, des petites rencontres qu'on peut croiser sur le chemin. C'est le fun aussi parce qu'on voit justement, bah, les habitants, travailler dans les champs, on peut vraiment avoir ce côté, culturel, très, très présent. Évidemment, les fameux ponts népalais qu'on croise et qu'on aura, l'opportunité de traverser, pour, le petit côté sensationnel, dans le voyage. Aussi, ce que moi personnellement j'ai vraiment, adoré, découvrir, bah, c'est tout le l'accent qui est mis sur le bouddhisme, tibétain. On a vraiment la chance dans le voyage de passer, et de croiser plusieurs monastères. Donc on est régulièrement invité aussi à assister quand c'est possible évidemment. C'est sûr que parfois c'est pas toujours prévu, mais en général, on peut assister à des cérémonies, des pujas, donc dans les monastères, ce qui fait que ça nous c'est vraiment un privilège là de pouvoir assister à ça, entre autres dans les 2 voyages, que ça soit Pays Sherpa ou l'Everest par la vallée de Tamé. On va dans la cité monastique de Thupten Choling. C'est une cité qui est habitée à longueur d'année par à peu près 500-600 moines et nonnes. C'est vraiment une ambiance, hallucinante là quand on rentre, dans cette cité-là, qu'on la traverse, puis, là vous êtes quasiment, sûr de pouvoir assister à une cérémonie puisqu'il y en a juste tous les jours. Et c'est vraiment un privilège, en fait. C'est vraiment un privilège. Peu importe le temps que ça dure, c'est sûr que quand on s'embarque dans une cérémonie, il faut vraiment, prendre le temps d'apprécier ce moment. C'est encore une fois, je répète, mais c'est un privilège qu'on a de pouvoir être là et de rentrer, dans ces cérémonies-là. Mais ça fait partie justement du voyage et toute cette introduction donc au bouddhisme tibétain, qu'on retrouve, beaucoup, beaucoup là dans le pays Sherpa. Alors, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour là. On revoit encore un peu le contraste de paysage qu'on retrouve. Un mot maintenant sur la formule un petit peu qu'on propose, dans nos itinéraires. On dort en camping la grande, grande majorité du temps. On a quelques nuits en lodge aussi, souvent, un peu éparpillées dans le voyage, mais la volonté première, c'était vraiment de dormir en campement. Pourquoi? Parce que vraiment, ça nous amène à avoir un peu plus de liberté aussi sur le choix de nos campements. Souvent, d'être dans des endroits spectaculaires, puis mine de rien, d'être en campement, bah, ça nous oblige à être dehors, à rester dehors. Quand on arrive le soir, quand on est brûlé de notre journée, ben, on a plutôt que d'aller s'enfermer dans le lodge puis de juste rien voir ce qui se passe autour, ben là, on arrive exactement comme là, puis il y a une petite éclaircie, puis il y a un coucher de soleil, puis, là, il y a un sommet qui se dévoile et puis c'est juste, vraiment l'extase pour tout le monde. Donc on prend le petit thé, notre petit goûter en attendant le souper, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Même chose à l'inverse quand on se réveille le matin puis qu'on a une vue hallucinante, c'est super. Les petits déjeuners, c'est mon autre moment favori de la journée, parce que vraiment pour le coup c'est souvent les matins sont quand même assez ensoleillés. C'est sûr que
On garantit pas du soleil à chaque jour, mais quand même. En général, en Himalaya, il fait relativement beau le matin, donc ça nous permet vraiment d'aller prendre les petits déj, dehors, en extérieur comme ça. Ce qu'on ferait pas quand on est dans un lodge où justement, ben, on n'a pas l'occasion d'apprécier autant ces moments-là. Donc ça, c'est définitivement ce que je garde aussi de nos moments, en extérieur. Ouais, c'est les petits déjeuners comme ça, avec vue. Ça n'empêche que les lodges, souvent, on va dormir parfois dans les cours de lodge. Puis c'est vraiment encore une fois volontaire de rester en tente. Puis je peux vous assurer que dans la plupart, la quasi-majorité du temps, on est plus confortable en tente que dans les lodges parce que les lodges, souvent, c'est mal isolé, c'est un peu plus humide aussi. Les matelas sont pas tant confortables. Par contre, ils ont des petites, cuisines ou des petites salles à manger, qui peuvent être un peu, accueillantes, qui peuvent réchauffer un peu le corps et l'esprit en fin de journée quand la fatigue se fait ressentir, parce qu'il y a un petit poêle. Donc on aime bien aller prendre, les soupers le soir, dans les lodges et ensuite on retourne dans nos tentes pour un peu plus de confort. Là, on le voit on propose des matelas de sol. C'est pas toujours les mêmes comme sur la photo, mais ça reste des expeds qui sont quand même très, très, confortables. On a les petits oreillers. Donc là, on voit Babou, puis Manila, sa femme, Babou, qui est un peu le chef de notre équipe sur place à Katmandou. Et on a exactement le genre de petite vue qu'on a au réveil. Puis ouais, ça vaut, ça vaut toutes les étoiles qu'on peut avoir pour ces nuits-là en campant. Il y a des petites tentes douches aussi parfois qui sont installées. Pas garanti qu'on les ait à chaque jour non plus, mais souvent, on a des petites tentes douches avec petite bassine d'eau là pour plus d'intimité aussi. Donc, c'est ça qu'on installe sur certains de nos campements. Alors, ça, c'est pour l'esprit camping lodge qu'on retrouve dans pas mal, enfin en tout cas la formule pas mal dans tous nos voyages. Puis cette photo, elle me permet de faire la transition avec le prochain itinéraire. Donc pays Sherpa, juste pour conclure, itinéraire moins court, on y va octobre, octobre-novembre, puis ensuite au printemps également. Donc là, les dates 2024 sont sorties. Allez voir sur le site. Je vous donne vraiment l'esprit, l'ambiance, mais n'hésitez pas à nous appeler pour vraiment des questions si vous avez un doute sur le niveau, sur n'importe quoi. Vraiment, je vous encourage à nous appeler puis à venir nous voir au bureau autour d'une carte. C'est toujours très le fun. Euh, Rapidement, avant de lancer la balle à FX, là, l'Everest par le pays Sherpa, par la vallée de Tamé et la vallée de Gokyo, en fait, ça a été c'est devenu un peu notre alternative, au camp de base de l'Everest qu'on a proposé aussi pendant longtemps, même si on le proposait, puis on essayait toujours aussi de faire un peu les choses différemment. On faisait aussi le pays Sherpa, en introduction, mais c'est sûr que, la vallée du Khumbu étant, devenue, très, très fréquentée, il y avait plus beaucoup, beaucoup de plaisir de la part de nos guides et peut-être, des voyageurs, mais en tout cas des guides qui se rendaient bien compte de la surfréquentation du chemin. Donc c'est là qu'est venue, vraiment l'envie de développer un nouvel itinéraire qui va nous permettre d'avoir des vues aussi spectaculaires et aussi hallucinantes sur l'Everest et pas que, sur plein d'autres hauts sommets de 8 000 mètres et plus. De 8 000 mètres et plus, ouais. Et en même temps, vraiment d'être dans des régions, dans des vallées, qui sont beaucoup moins fréquentées, plus isolées, qui nous permettent justement d'avoir un moindre impact aussi sur les sentiers, puis sur les populations locales. Donc c'est ce qu'on propose, puis, avec cet itinéraire-là. Alors c'est ça. Je te laisse, débuter. Donc, il faut comprendre que rendu là, on a déjà fait une partie dans le pays Sherpa, finalement. Il y a comme un tronc commun. Et là, on arrive à partir de Koundé. On quitte Kunjung Koundé, qui est un peu comme la capitale, si vous voulez, de la grande région du Khumbu. Et puis, là, on part marcher. Et puis, moi, c'est ça, j'ai vécu ça pour la première fois avec un ami. Ça va vite, les Ah, excuse! voyages. Attends, attends. Est-ce que tu veux que je te remette à une photo en particulier? Reviens avec la famille, là. Ok, Euh, excuse. donc, euh, donc c'est ça, ça m'a déconcentré. Donc, non, mais des fois le Népal, ce que je veux dire avec ça, c'est que des fois, le Népal, c'est des petits moments qu'on vit qui vont nous marquer longtemps. Bon, j'ai fait plusieurs grands treks là-bas, mais un moment fort que j'ai eu justement dans la vallée de Tamé, puis ça me fait toujours penser à ça à chaque fois qu'on en reparle, c'est ce moment-là où je rejoignais un groupe à Gokyo, donc il fallait que je passe le Renjola et tout. Et j'étais avec mon ami de longue date qu'on voit ici juste à ma gauche.
je vous laisse spotter où est ma gauche. Donc, Dawa Tenzing Sherpa, avec qui j'ai fait plusieurs sommets, était dans sa famille, dans le petit village de Tamo, qui est sur la route vers Tamé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer son père, qui a été un climbing Sherpa, donc un Sherpa d'altitude, pour les grandes expéditions japonaises des années 60. Donc, j'ai pu, à travers des petits moments et très peu d'échanges verbal, saisir une partie de cette culture-là qui marque beaucoup le peuple Sherpa, surtout ceux qui vivent plus haut, c'est-à-dire dans la région du Khumbu, au pied des grands sommets, qui sont profondément habités par cette culture d'aller jusqu'au sommet avec des voyageurs. Donc, cette immersion-là, entre autres, dans cette vallée-là, il y a beaucoup de Sherpas qui, qui grimpent les hauts sommets qui sont originaires de là. J'encourage aussi fortement chacun à aller, à pousser les petits moments. Donc, ça soit on en parlait tantôt, Ophélie, là. Donc, d'aller prendre le thé dans un lodge avec les gens, juste partager un moment sans trop rien dire, mais être très à l'écoute, ou du moins visuellement. Et pousser des fois même dans les monastères, parce que beaucoup des journées, hein, c'est des demi-journées en durée. Mais après, on a l'après-midi pour aller explorer, à l'après-midi pour aller chercher un point de vue, à l'après-midi pour aller dans un monastère et puis juste voir ce qui se passe. Donc, j'encourage fortement tout le monde à aller à cette découverte-là. Pas pousser vos limites, évidemment, parce qu'il y a tout le volet de l'acclimatation, le repos qui est à considérer fortement, mais pousser la rencontre, pousser cette exploration-là, puis profiter du temps que vous aurez. C'est un luxe incroyable. OK? Donc, d'avoir juste ce moment-là à flâner, à observer, à avoir aucune distraction extérieure avec le monde qui vous retient dans votre propre monde. Alors, j'encourage fortement ça. Et à Tamé, ici en particulier, avec le monastère, c'est une superbe ambiance, très transitoire avant d'aller dans cette vallée-là, qu'Ophélie décrira, là, mais cette vallée-là qui est la vallée la moins connue finalement des trois grandes qui se rendent jusqu'au pied de l'Everest. C'est ce que je voulais dire. Photo vintage, ça remonte déjà Yes. à 10 ans, et j'ai encore les mêmes vêtements. Voilà. Cool. Bon, ben oui, et je ne peux que appuyer tout ce que vient de dire FX, là, le décrochage, puis vivre le moment présent à fond. Donc là, bah, petite photo justement du monastère de Tamé. Alors, donc là, on est parti plus à l'ouest. On est, c'est ça, direction, ben, on passe Tamé, on passe vraiment du temps dans cette vallée-là qui était encore fermée il y a une dizaine d'années aux touristes. Donc, vraiment très, très peu connue ou fréquentée. Puis même depuis qu'elle a été ouverte, ben, ça reste que c'est un peu la grande oubliée. Alors on en profite. Quand je parlais des petits déjeuners, ben, ça en fait partie encore une fois. Alors, on va marcher en direction, d'Arié, parce qu'ensuite on va aller passer on va aller chercher une autre vallée qui est la vallée glaciaire de Gokyo. Mais avant de rejoindre la vallée de Gokyo, ben, c'est ça, on va vraiment aller, se retrouver, dans ces montagnes-là. Là, on voit, on était donc à Arié, c'était je sais pas si vous voyez, mais c'est comme un tout petit en fait, c'est comme une sorte de petite bergerie là, un éleveur de yaks, il doit posséder une cinquantaine de yaks. Puis il y a juste personne d'autre là, mais il y a quelques parfois habitants comme ça qu'on retrouve dans cette vallée-là. Et c'est vraiment, je veux dire, on est seul au monde là. On a le Choyu qui est pas très très loin, donc on voit les sommets là. On a juste eu qu'une hâte de les traverser, donc on transite de Harié, de la vallée de Tamé, pour aller rejoindre, bah, c'est ça, notre dernier petit camp de base, qui est juste en arrière de notre col de Renjo. Euh, Superbe endroit, honnêtement. Là, on est à quasiment 5000 mètres, 4009 dans mes souvenirs. Puis, c'est ça, on se prépare donc pour notre col de Renjo. Donc, c'est finalement notre point le plus haut de ce trek-là. On n'est pas dans une ascension technique là, de ce col-là. Donc, c'est vraiment une bonne randonnée à 5000, on est quoi, à 5400 mètres à peu près d'altitude là, quand on arrive au col de Renjo. Donc une bonne marche, mais ça vaut tout l'effort du monde parce que vraiment la vue en haut est absolument hallucinante. On a 4 des plus hauts sommets de la planète en pleine face quand on arrive, que ce soit l'Everest, le Lhotse, le Makalu. Le Choyu qui est plus un peu plus de l'autre côté. Le troisième lac de Gokyo qui est absolument magnifique.
qu'on va redescendre. Donc nous, on redescend, on arrive, c'est ça, on a vraiment la chance d'arriver puis d'être accueillis par cette vue-là. Et ensuite, on redescend, donc vraiment, on a cette vue-là en permanence pour rejoindre Gokyo. Donc très, très belle ascension là, quand je vous disais que vraiment les vues étaient spectaculaires, puis qui valent largement les vues qu'on peut retrouver sur le camp de base là, c'est vraiment ça. Ça vaut absolument, ça vaut vraiment la peine. Donc bah, c'est ça, les beaux lacs qu'on retrouve dans Gokyo. Petite photo rappel là, de notre gang, en octobre là, avec justement une partie de l'équipe locale. On voit Kaji, Tendi au centre, et Wangshu, à droite, puis avec Richard, donc qui est moi-même. Une petite photo souvenir aussi de de Fix. Alors c'est ça, belle redescente, en allant donc dans la vallée de Gokyo. On rejoint notre lodge. Encore une fois, vraiment les vues sont incroyables et là, on va aller partir tranquillement en direction du 5e lac. Donc comme je disais aussi, on prend un peu plus le temps dans ce voyage, donc on va vraiment aller explorer un petit peu plus loin, la vallée, glaciaire et on va aller chercher le 5e, 6e lac. Donc toujours, aux alentours là, on va naviguer toujours au autour de 5 000 mètres. Et encore une fois, il y a vraiment très, très peu de monde qui vont aller, pousser, jusqu'au 5e lac. On était tout seuls, en fait, puis c'est vraiment hallucinant. Là, on s'approche, on a le Choyu, devant nous tout le long de la randonnée. Le lac qui est pas mal finalement au pied de notre campement. Très, très beau. Là, on a le Ngozumbatso qui est, le glacier, sur la gauche avec le 6e lac. Alors vraiment, ouais, ça reste assez spectaculaire. Quand je parlais aussi de la volonté d'être en camping, bah, c'est définitivement pour ce genre de moment-là qu'on chérit beaucoup, beaucoup. Clairement, l'été, les petites fins de journée comme ça, là, puis rien ne vaut un coucher de soleil sur l'Everest comme cela. Puis quand je vous parle de campement spectaculaire, ça en est vraiment un très, très, très bon exemple. Donc voilà. Oui, J'apporterai juste une précision de suite à une question. Donc, on nous oui, demande si on fournit le matériel de camping. Alors, la réponse est oui. Alors, tout à l'heure, Ophélie a précisé par rapport au matelas, style glamping, oreiller, tente, évidemment, ouais. tente douche et tout le matériel qui tourne autour des campements pour un bien commun. Donc, vous avez qu'à fournir votre sac de couchage. Exact. Donc, après avoir bien profité de la vallée de Gokyo, bah, c'est le temps de redescendre. La redescente est aussi très très belle parce que pour le coup, ben, la plupart du temps, les gens vont la remonter pour aller vers Gokyo, alors que nous, vraiment, on la redescend, ce qui fait qu'on a encore une fois les belles montagnes, bah, pas dans le dos, mais en face de nous, avec le Tamserku, puis d'autres beaux sommets qui nous suivent, en tout cas, jusqu'à notre retour. Là, en face, on a je pense une des plus belles montagnes là, qu'on puisse croiser en Himalaya, la Madablam. Donc on s'arrête à Kumjung au retour, un petit village très 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 charmant. Avant, c'est ça, avant la fin de notre trek. Alors ça donne une bonne idée de l'ambiance. Donc pour notre voyage, l'Everest par le pays Sherpa et la vallée de Tamé. Alors encore une fois, toutes les dates pour 2024 sont sur le site. Puis s'il y a des questions, bah, appelez-nous. Alors, je laisse le partage et je te relance la balle et fixe pour la suite. Merci. Tu me prends à court. Ah, désolée. Ah, il y a Attends, je vois j'ai vu qu'il... des questions. Oui, oui, oui. Vas-y. Quelle est la température? Alors, bah, tout va dépendre de l'altitude à laquelle on se trouve. C'est sûr que là, pour les campements, en tout cas, pour l'Everest, euh, par la vallée Tamé, puis Gokyo, quand on dort plusieurs nuits quand même aux alentours de 5 000 mètres. Là, il peut faire entre -10, -15, facile. Donc, c'est sûr que là, avoir le bon équipement va aussi jouer énormément sur votre plaisir dans le voyage. Donc, mais même chose, ça, c'est le genre de petits détails, on s'en parle vraiment par téléphone. On a une liste de matériel bien, bien détaillée. Mais oui, prévoir donc bon sac de couchage parce que les nuits peuvent être froides. Et confirme-moi que tu vois juste un beau titre. Yes. Excellent. Donc, je vous amène de mon côté au centre du pays. Finalement, on l'a géolocalisé tout à l'heure, la région du Manaslu, mais on est vraiment
au centre du Népal, en direction d'une ville qui se nomme Pokhara. On est à peu près à 100 km, 120 km à l'ouest de Katmandou. Donc, c'est la grande région, en fait, du Manaslu. On voit un peu le trek, là. Bon, j'ai pris ça sur les internets, comme ça, au hasard. Ça résume quand même les grandes étapes de ce trek-là. Et j'ai rajouté une belle étoile bleue pour souligner la vallée de Tsum, qui est une variante qu'on propose depuis des années et qu'on continuera de proposer dans le futur, qui allonge le trek, évidemment, mais qui, à mon avis, en vaut grandement la chandelle. Donc, globalement, ça commence. En fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'on fait la route. On n'a pas tant de route que ça, que quelques heures, en fait, pour couvrir les 100 quelques kilomètres, pour se rendre à Arugat. Et selon l'évolution de la route, des fois, ça peut aller un petit peu plus loin. Et va commencer un long trek de plus de 20 jours pour nous amener jusqu'à Darapani. Donc, on est complètement à l'ouest. Et Darapani, c'est le début ou la fin, si vous voulez, d'un autre grand trek qui est le Tour des Annapurna. Et donc, la route rejoint là et puis on revient vers Katmandou. Donc, c'est une grande boucle avec un aparté dans la vallée de Tsum. C'est un trek qui a une particularité, c'est que quand on va marcher, là, je peux te mettre peut-être des petites images loquaces. Donc, beaucoup de ces images que vous allez voir ont été prises dans une expédition personnelle que j'ai faite, qui était l'ascension du Manaslu. Mais ça reste que, à part peut-être pour les photos comme ça, qui sont très de type mousson, parce que la saison d'ascension se fait plus tôt que les treks, c'est la même ambiance. Donc, juste pour mettre un peu en contexte. Donc, ce que je disais, c'est que quand on commence ce trek-là, ou la particularité du trek du Manaslu, c'est qu'on va être dans deux grandes ambiances religieuses ou culturelles. Donc, d'abord, l'univers hindou. Donc, tous les ethnies, entre autres comme les Raïs, vivent dans une tranche d'altitude entre 600 et 2000 mètres d'altitude environ au sud-est de la région du Manaslu. Donc, on va d'abord être dans cet environnement-là. Donc, c'est très contrastant. On n'est pas dans le pays Sherpa, loin de là. On est chez les Raïs. On va progresser tranquillement aussi. Le trek commence à 600 mètres d'altitude. Donc, c'est tout un autre univers que tout de suite les 3000 mètres qu'on a dans les deux autres voyages. Et tranquillement, on va progresser, monter, et à un moment donné, arriver finalement un petit peu plus loin à des altitudes qui vont flirter avec les 2000, et puis éventuellement, il va y avoir un col à 5100 mètres à passer, mais c'est si vous voulez un trek où si l'enjeu de l'altitude pour vous est à considérer, je trouverais le Tour du Manaslu est pas mal plus accessible à ce niveau-là, beaucoup plus progressif en termes de temps d'acclimatation que les autres. On est confronté rapidement à 3500, 4000 mètres. Donc ça, c'est une particularité qu'il faut considérer. En échange, on l'a vu un peu avec les photos, là, qu'on voit le parapluie ici, là, c'était plutôt pour se protéger du soleil. On a vu peut-être aussi ses bottes de pluie. Bref, ça reste quand même un trek, même hors mousson, qui est chaud, qui peut être aussi humide. Donc ici, c'est des photos qui remontent à très longtemps. On voit que encore de ces gens-là travaillent avec nous aujourd'hui. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont pris du coffre un peu. Donc, Tour du Manaslu, très peu de lodges ont été construits, même encore aujourd'hui. Donc, ça justifie 100% le fait d'être en campement, en camping tout au long. On persiste à dire que ça, c'est la façon, selon nous, d'être vraiment en immersion, puis de quand même combler l'aspect confort. Donc, vraiment. Puis on sera dans les communautés. Il y aura l'occasion, comme j'ai dit tantôt, de prendre le thé, de contempler, de regarder la vie, de goûter la vie aussi. Peut-être pas trop, hein, faut faire attention, mais dans le Tour du Manaslu, cette vie-là, elle est autarcique, elle est réelle, elle est palpable. Les gens vivent de manière annuelle. Là, il n'y a pas de village ou presque peut-être un seul qui est construit par rapport à l'axe touristique. Le reste, ce sont des régions habitées. Et quand je dis autarcique, c'est qu'ils sont complètement en autonomie pour leur subsistance. Donc ça, c'est quand même un aspect intéressant. Et aussi, clin d'œil culinaire avec les épices et les plats qu'on voit ici. On n'est vraiment pas dans l'univers bouddhiste, un petit peu plus austère au niveau de la nourriture. C'est pas mal plus éclectique et intéressant à ce niveau-là. Évidemment, notre cuisine locale, faite par nos cuisiniers, sera inspirée de ça. On va croiser des villages.
bon, c'est des photos d'époque, mais je dis pas qu'aujourd'hui les gens sont moins fascinés de voir des gens, des randonneurs de l'Occident, mais ça reste qu'il y a 13 ans en arrière, ben c'était ça encore. Et puis quand on allait dans les villages, on avait vraiment cette volonté de nous palper, de nous connaître, de nous rencontrer. Donc, c'était particulier et c'était marquant. On va l'avoir de plein de façons dans cette région-là du monde. Donc, on va vraiment être confronté avec un rapport dans le temps, je vous le dirais, parce que vraiment, je ne vais pas se dire ça, mais disons que les choses ont évolué à des rythmes différents dans la région du Manaslu par le fait que ça a longtemps été fermé par rapport au reste du pays. Donc voilà, culture du grain qu'on va retrouver beaucoup à l'époque de l'automne. Donc c'est la période qu'on va privilégier. Malgré que ça peut être très bien aussi en avril. Donc on va dire deux grandes périodes dans l'année pour faire le tour du Manaslu. À la fin septembre, départ d'ici à Montréal pour arriver là-bas tout début octobre, essayer de synchroniser ça avec la fin de la mousson et profiter d'octobre, qui est un super mois justement pour toute cette période de récolte. Sinon, ben, à l'inverse, on est du côté peut-être d'avril environ, donc avant la mousson, après l'hiver, où donc là les températures sont clémentes et puis que c'est une bonne période pour le faire. Beaucoup donc de séchage de grains, on va voir ça un peu partout, on va le voir aussi à Bhaktapur, un peu partout dans le Népal, donc c'est une belle période je trouve moi l'automne pour ça. Et on commence, on continue notre trek finalement, et une des particularités aussi qu'on retrouve dans la région du Manaslu, c'est que c'est ultra irrigué, période de mousson ou pas, il y a plein de rivières ou d'affluents ou des ruisseaux qui l'alimentent. Alors, c'est vraiment luxuriant. Toute la zone, je vous dirais, entre le début à Rougat et environ l'eau. Donc, on est à quoi? C'est quoi de le dire, l'eau? Ça s'écrit à la chaux, là, mais c'est presque 2900 mètres. Donc, on est constamment dans cet environnement de ponts, de rivières, d'immensité, de chutes, de paysages verdoyants, de terrasses super riches comme ça. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, si on met des palettes de couleurs là, sur ce trait-là, bien évidemment, la moitié, je le mettrais en vert parce que c'est assez unique. Donc, c'est chaud. Alors, on va avoir des gros contrastes aussi à travers l'évolution de ce voyage. On va être un col à 5000 mètres, tantôt j'en ai parlé, où c'est conditions complètement hivernales. Puis sinon, au début, on est dans quasiment, c'est tropical. Là, donc, c'est l'été, il fait 32 degrés, c'est super humide. Puis on est dans des villages qui incarnent un peu ça. Quand on les traverse, on est toujours un peu polarisé, mais l'attraction numéro un, encore aujourd'hui, de ça. Parce que bon, ça reste que c'est moins fréquenté. Donc, à chaque fois que c'est moins fréquenté, il y a ce contact-là un petit peu plus surprenant pour tout le monde. Ça reste que pour nous, c'est une valeur, je pense, d'avoir ces contacts-là un petit peu plus authentiques, là, sans galvauder le terme. Voilà, on progresse, on monte et on arrive justement à ce village, à l'eau, la chaux. Et à l'eau, c'est certainement la première fois qu'on va avoir l'occasion de voir ce petit sommet de 8170 mètres environ, qui est le Manaslu, le 8e plus haut sommet de la planète. Et de l'angle où on sera à ce moment-là, avec ce superbe monastère, bon, c'est une vieille photo très pixelisée, mais pas grave, moi, c'est la tête de chat, là. C'est ces deux petites oreilles comme ça, c'est ce qui distingue vraiment cette montagne-là. Elle nous apparaît super verticale à partir de l'eau. Après ça, la Gap, un petit peu plus loin, on progresse. Samagon, quand on est à Samagon ici, puis on regarde, là, c'est en direction vers le camp de base. Là, vraiment, là, sa forme unique se distingue. Et c'est ce qui en fait, à mon avis, l'attraction principale de ce trek-là. Donc, on pourra voir à partir de ce village de l'eau et jusqu'à la fin du trek à Bintang, plus loin même, différents angles de cet immense massif. Donc, voilà, ça c'est à mon avis, au niveau géographique, là, c'est un gros plus. Sachant que là, on vient de quitter justement l'environnement verdoyant et autres, et on rentre tranquillement dans les montagnes, où là, il y aura un petit peu plus d'infrastructure, un petit peu plus de services, disons, et on fera bien le plein de ça. Petite German Bakery, petit café Lavazza, bref, un petit retour à la civilisation autour de Samagon, puisque c'est le lieu d'arrivée de retour des grandes expéditions qui vont sur le Manaslu. Et le Manaslu est certainement la deuxième montagne la plus
favorisée, je vous dirais, pour les grandes expéditions, puisqu'elle est vendue maintenant par plusieurs agences comme étant montagne entraînement en vue de l'Everest. Donc, ça a énormément changé. À l'époque où j'y étais, on parlait d'environ centaines de grimpeurs. Maintenant, on est plutôt autour de 500-600 avec des villages qui ont une base incroyable. Donc, l'esprit a un peu malheureusement changé pour ça. Mais nous, c'est pas tout à fait l'angle anyway qu'on va y donner dans notre trek. On progresse, 3800 mètres, on est à Samdo. Donc, Samdo, c'est un village hors du temps. Là, on est vraiment dans les influences tibétaines. Le Tibet est collé là, au bout de la vallée qu'on voit ici. Là. Donc, les populations, vous savez, les populations Sherpa, Manang et autres ont beaucoup... en fait, sont arrivés en fait du Tibet, littéralement. Et c'est très poreux, disons. Il n'y a pas vraiment de frontières distinctes par rapport à ça, au niveau culturel, au niveau même architectural. Donc là, un petit clin d'œil là, au Tibet, littéralement. Et tranquillement, on progresse et là, on quitte toute forme de civilisation. On va dépasser les 4000 mètres et on voit le Manaslu sur un autre angle, beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant pour tranquillement arriver au col de l'Arché. Donc, le point culminant de ce trek sera 5125 mètres. C'est d'ailleurs là où était notre équipe hier. Donc, on avait un groupe qui termine en ce moment, sont à Bintang en ce moment. Donc, ça veut dire qu'ils ont franchi le col hier. Alors, c'est quand même un moment fort, c'est un moment aussi imposant parce que c'est une longue étape. Et vous avez vu la progression, hein, très lente au niveau du gain en altitude. Ben là, il y aura un petit choc là, entre, on part à 4400, on culmine à 5125, on redescend à Bintang à 3700. C'est gros. Donc, c'est une étape clé. Mais en même temps, ça nous permet justement de minimiser notre temps en altitude pour justement que notre corps ne soit pas trop affecté par ça. Les couchers de soleil, on n'est pas toujours malade mental, littéralement. Donc, le Magic Hour, fin de journée, c'est là les montagnes, dans leur dualité ombre et lumière, prennent tout leur sens. Ça fait un beau clin d'œil au bouddhisme en général, je vous dirais. Le yin et le yang. Donc, c'est super puissant, ça, sur toutes ces étapes où on est autour du Manaslu. Bon, nous, à l'époque, c'était un petit peu plus rudimentaire, c'était feu de camp, puis on dormait à terre, mais ça reste que nous, imaginez le beau campement qu'on vous a montré tout à l'heure avec la photo des tentes. On reste dans cet esprit-là, on reste dans le camping, et tranquillement, on descend vers le village de Bintang. Là, c'est des photos de nuit, un petit peu. Ça ne ferait pas trop que c'est vieux, mais c'est cool. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant, tout ce paysage. Et on redescend tranquillement vers ce petit village de Bintang, je vais finir par y arriver, où là, moi, ça m'a beaucoup marqué ça parce que c'était comme littéralement un voyage dans le temps. C'était le Moyen-Âge, littéralement le Moyen-Âge. Je serais curieux de voir comment c'est aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été, mais je suis sûr que ça n'a pas trop changé parce que c'est un village de transition, si vous voulez. Donc, Bintang, 3700 mètres, on va établir quand là pour continuer et se rendre tranquillement vers la zone des Annapurna. Dernier coup d'œil avec les enfants, tout ça, la vie quand même assez spontanée. Et là, on traversait un pont. J'oublie le village, mais quand on se rend à Darapani, vous savez, on traverse la grande rivière Gandaki, puis pof, on arrive sur le circuit des Annapurna, et pof, c'est un choc. C'est un choc parce qu'on aurait été un peu dans notre bulle pendant plein de jours, puis on arrive dans la trail des Annapurna, ça rentre dedans. OK, là, c'est le choc à la modernité. On va avoir accès à de l'Internet, on va avoir café, lavage encore, et tous les petits conforts de l'Occident. Ça fait du bien d'une certaine manière, mais en même temps, on va être nostalgique rapidement de cet esprit de petits conciliabules, de petits groupes qui nous a marqués et qui étaient un peu en dehors du temps pendant presque 3 semaines. On s'y fait vite. L'être humain est un être qui s'adapte, une espèce qui s'adapte très vite. Donc, on profite de tout ça. On fait une dernière étape et demie environ avant de regagner la route pour aller regagner en fait Tamel et Katmandou. Mais je fais quand même un petit clin d'œil en 2-3 photos sur Pokhara, qui est un village. Non, c'est pas un village, il y a 100 000 habitants. Qui est une ville que j'adore, une ville où j'ai séjourné super longtemps pour mes breaks entre mes treks.
ou mes expéditions. Donc, lac Féwa, qui est un grand lac, en fait, qui va être entouré de l'Himalaya au loin, qu'on peut voir si la température le permet, mais donc la fameuse chaîne des Annapurna qu'on peut voir en haut de son hôtel. C'est superbe, c'est très décontracté, c'était le spot des hippies dans les années 70, voire 80. Et il y a encore pas mal cette vibe-là, surtout sur les rues là, qui côtoient le lac. Donc, je conseille vraiment à tout le monde d'aller se détendre, se reposer là-bas si le Capharnaüm de Katmandou vous intéresse un peu moins. Il y a un dernier clin d'œil ici avec le Machapuchare, donc qui est la montagne sacrée qu'on voit. C'est une montagne sacrée vénérée par les bouddhistes. Interdiction absolue de la grimper. Eh bien, elle marquera le paysage autour de Pokhara. Donc, le voyage, comme on l'a dit tantôt, finit à Tamil. On visite Tamil, chacun des guides donne son regard, et voilà, nous pourrons rentrer à la maison avec plein de beaux souvenirs en tête. Je conclue. I Oui, ah, vas-y! ouais, il y a une petite question. Il y a Vas-y une petite donc. question pertinente, puis elle s'applique en fait pour, tous nos voyages, savoir si nous transportons tous nos effets personnels durant le trek. Comment ça se passe la gestion des bagages? Ben, écoute, c'est porté, hein. Donc, en fait, donc, il y a souvent, en fait, dans l'Est, donc les treks dans l'Est incluant le Merapic, ce sont des porteurs. Donc, nous avons des porteurs qui prennent jusqu'à 12 kilos environ de vos effets. Ça sera dans un sac de transport, recouvert contre la pluie, l'humidité et autres. Et vous avez que sac de jour. Donc, dans un sac de jour, ça va varier à chaque étape selon les variations de climat, mais on s'attend à un sac de jour comme on fait de la randonnée ici au Québec. Donc, ça, c'est très simple à ce niveau-là. Et vous allez voir sur place, il y a toute une rythmique. Là. OK, on dépose les duffels à telle heure, donc ça veut dire qu'il va falloir vider sa tente, plier ses choses. On est beaucoup dans le bagage pack-in, pack-out, mais ça reste que c'est ça. C'est tout l'avantage de se faire porter. Et dans le cas du Tour du Manaslu, ce sont souvent des mules. Mais encore une fois, ça peut être des porteurs, ça dépend. Peu importe. Donc, c'est même la même logistique. Donc, c'est que sac de jour pour l'ensemble des treks que l'on offre. Je fais la fleur un peu, le temps de faire une transition. Vous voyez ici, donc le Méropic. Alors, on reste dans l'esprit, on me l'a dit, le tronçon commun, les voyages dans l'ouest, les treks dans l'ouest, pardon, dans l'est du pays, tronçon commun, c'est le pays Sherpa. C'est Taksindu, c'est les villages dans la famille de Tendi, historiquement Babushiri, donc vraiment là, le même tronçon commun, parce qu'on trouve que c'est une immense plus-value, une immense expérience pour nos treks. Donc, tu sais, Méropic, on pourrait penser autrement, on pourrait arriver à Lucla, on pourrait passer directement par un col, comme beaucoup le font, le col de Zatrois, pour aller directement sur place, il y a des gens qui se font héliporter jusqu'à côté. On n'est pas là-dedans. Donc, oui, c'est une ascension. Oui, une perspective d'expédition, si vous voulez, himalayenne, dans le sens qu'on va faire un sommet, c'est de l'alpinisme, mais ça reste d'abord et avant tout un trek dans lequel on va vivre et ressentir les mêmes choses qu'on vous a décrites avant. Donc ça, c'est fondamental. Et après ça, il y aura changement d'esprit à la toute fin à partir du village de Carré. Donc ceux qui voient, je ne sais pas si on voit mon curseur. Donc le village de Carré sera en fait le camp de base de cette montagne-là pour ensuite de ça en 2 étapes se rendre plus haut. Et là, ça recule. Ah ouais, en avant. Donc on ne rentrera pas trop dans les détails de carte, mais en gros, nous, c'est la particularité, c'est que autour de Faflou, Taksindu, le trajet vert, Pangom, OK, Sherem, puis là, on va dans le coin de Panchpokari. Donc, ça, c'est un. Là, je prononce comme un Népalais. Panchpokari, donc, c'est une région qui. C'est une variante, en fait, qui ne se fait pas vraiment par les autres expéditions. C'est clé dans l'acclimatation pour le Méropic. On est complètement hors sentier à ce niveau-là. On peut aller explorer parce qu'on va se passer 2 jours dans cette vallée-là. C'est vraiment merveilleux. C'est la clé du succès, je peux vous dire, sans être trop sur les sentiers battus. Okay? Parce qu'à partir de côté Tangnang Carré, ça reste quand même le tronçon commun aller-retour que plusieurs expéditions font. Ça reste que globalement, c'est pas non plus la foire. Là. Il n'y a pas 15 000 personnes qui font cela, mais ça reste que ce tronçon commun-là, si on peut le limiter en temps, faisons-le. Donc, la région de Panchpokari devient alors la meilleure façon pour s'acclimater et se préparer.
Une bonne expédition là-bas passe avec des bonnes relations. Donc, bon, c'est à travers le temps. Lakpa, Dawa, Namgyel, aujourd'hui, les photos un peu plus loin, sont les Sherpas, les climbing Sherpas qui vont nous accompagner pour le trek, mais surtout pour les ascensions. Des gens qui sont super solides, qui ont plusieurs expériences sur des 8000 mètres. Entre autres, Namgyel, j'arriverai tantôt, mais 15 fois l'Everest, 29 fois l'année passée. Le Méropic, c'est rendu à 30 parce que hier, ils ont fait le sommet. Donc, ça reste quand même une immense expérience. Des gens dévoués complètement. Donc, cette relation-là avec les climbing Sherpa est clé pour nos expéditions. Et sachez qu'on s'entoure de personnes vraiment de haut niveau. Toujours la maudite photo du gars qui essaie de porter les charges de ses porteurs. Donc, ça reste que certainement qu'on va vous inviter à faire ça, de ressentir le poids que ça peut avoir sur le cou. Et ben, que ce soit le pays Sherpa, le Vallée de Tami, etc., ou le Méropic, ça reste qu'un trek, c'est vraiment des moments d'immersion comme ça, des moments forts, des moments banals, mais qu'on va se souvenir parce que c'est un moment d'échange culturel. Et voici cette fameuse photo de Namgyal avec une théière, une cafetière Caravani. Donc, c'est notre photo service client plus. Je la trouve assez drôle avec sa belle face comme ça. Et qui dit service client plus dit la petite touche en cuisine. Donc, ça, c'est quand même un apport super important. Bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais deux fois on aime ça, rajouter la petite touche occidentale quand la cuisine de la maison nous manque beaucoup. La cuisine reste quand même variée, riche, abondante, ça c'est sûr. Faite par nos cuistots sur place, dont entre autres ici Dawa, qui ont une super connexion entre anciens chefs cuistots et cuistots actuels. Donc, c'est ce moment, pour nous, l'alimentation et la volonté de manger, c'est super important pour l'apport énergétique jusqu'à la fin du trek. Donc, je disais tantôt qu'on est dans l'immersion, dans l'ambiance, sous l'eau, pays Sherpa, ben voici quelques photos qui peuvent exprimer ça. J'adore ces photos-là matinales où il y a encore la brume qui remonte tranquillement dans la vallée avec la chaleur du soleil. Ça reste que c'est super mystique, c'est superbe. Et voilà, on va faire des ups et des downs parce que le relief est quand même assez incisif pour se rendre jusqu'à cette région. Je ne sais pas si vous avez vu ici là, le message subliminal. Ça. Voilà, je vous laisse deviner où nous allions. La région de Panchpokari, donc on pose camp de base là, 2 jours, et on va explorer aux alentours à pied. Donc c'est notre acclimatation, on est à 4250, on monte plus haut, on redescend, climb high, sleep low, c'est parfait. Panchpokari, en traduction directe, les palais Sherpa, ça veut dire la région des 5 lacs. On va aller spotter ces 5 lacs-là à pied. Donc, moment clé, moment fort, pour ensuite regagner la vallée de côté et redescendre en altitude. On redescend autour de 3500 mètres. On revient dans les forêts plus abondantes, plus humides, forêt de rhododendron, superbe. D'ailleurs, si à un moment donné on fait un départ au printemps, ben, sachez que la floraison des rhododendrons, c'est vraiment quelque chose de marquant au Népal et ça a lieu justement au printemps. Et là, tranquillement, on monte dans la vallée vers Koté. Donc, on aura des villages étapes majeures comme Koté, Tanang et Karé. Et les premiers grands sommets vont se dévoiler à nous, entre autres le Sherpa Tse qu'on voit ici à presque 7000 mètres autour du village de Koté. C'est à côté qu'on va pouvoir aussi voir notre première perspective du Mera. Donc, on voit en arrière. Donc, très incisif, très vertical. Il nous faut un peu la chienne, pour être honnête. Et les gens vont comprendre tranquillement que c'est pas par cette face-là qu'on va aborder l'ascension. On progresse. On est vraiment rendu là, dans la zone alpine. On est dans la haute montagne. Il fait froid. On est rendu à des climats là, autour de moins 10 la nuit, 10 le jour. Ça commence à être un petit peu plus costaud, robuste à ce niveau-là, mais ça sera un peu la même chose pour les grands treks qui tournent dans cette altitude. Toujours ce chapeauté qu'on voit sous tous ces angles. Avant d'arriver à Tanang ici, où là c'est le Mera, on voit sur sa face ouest, qui reste encore très incisif et souvent dans la tête des gens, ça fait vraiment une espèce de doute qui s'installe. Ouais,
ça a l'air engageant, du moins, cette montagne-là. Mais on va la démystifier tranquillement en quittant Tang Nang, puis en se rendant là-bas au fond où on aperçoit en fait le début du glacier du Mera. Le Mera, pendant toutes ces journées-là, il va nous créer un ombre littéralement. Il va nous dominer mentalement, physiquement, puisqu'on est vraiment au pied de la montagne. Ça fait un paysage qui est merveilleux, mais en même temps, ça met dans la tête un peu le doute. Donc, tranquillement, on arrive à Carré. Et Carré, comme j'ai dit tantôt, c'est le camp de base. C'est à partir de là aussi qu'on va revoir les techniques alpines, faire un peu le ménage de nos équipements, démystifier ce qu'on aura besoin pour l'ascension. Donc, ça, c'est vraiment une étape clé. Et ce sera aussi une étape où on pourra faire des treks d'acclimatation pour parfaire notre bassin de globules rouges en vue d'en avoir suffisamment pour tenter ce sommet. Donc, ça paraît un peu anodin ici, JP Leblanc, il y a un temps de ça. Sommet qui est ici, petit bouton, qui paraît tout anodin comme ça, mais bon, plus on va y arriver, plus on va le voir autrement, mais ça reste que là, dans notre tête, ok, cool. OK. Ouais. Puis la pente est gentille, ça reste vraiment de l'initiation à l'alpinisme. C'est un terrain considéré dans le domaine alpin comme étant facile, cotation F. Donc, à une époque, on faisait même des trainings, là, on a même l'escalade de glace sur le glacier. On fait plus ça, je vous dirais. Mais ça reste que, tu sais, on pouvait démystifier le glacier en justement revoyant les techniques de marche sur glacier, en revoyant les techniques d'encordement, etc. Donc, c'est toujours une question, tu sais, de casser les anticipations en allant directement dedans pour se lancer dans la première étape d'ascension, finalement, entre le camp de base, comment il s'appelle, Carré, et le high camp qu'on voit un petit peu plus loin là-bas. Et pendant cette étape-là, eh ben, la vue incroyable sur la chaîne de montagne de l'Himalaya se dévoile à nous. Donc, un peu comme Ophélie nous a présenté tout à l'heure à partir du col de Renjo, l'Everest, bon, c'est pas le même angle, on est un petit peu plus en recul par rapport à la chaîne, donc ça fait que c'est, selon moi, encore plus impressionnant, ou du moins plus massif, parce que le Mera est plus au sud, et on est encore plus proche de certains comme le Makalu et le Kanchenjunga, donc ça fait que là, on est littéralement entouré des plus hauts sommets de la planète. Et on aura l'occasion unique de faire un beau dodo ici au High Camp à 5850 mètres. Donc c'est un endroit, j'ai passé vite la photo, là, je peux revenir. C'est un endroit quand même restreint, là. C'est un petit nid perché dans les montagnes sur une espèce de talle de roche. Donc ce sera notre dernière nuit, la nuit la plus haute avant de se lancer vers l'ascension du sommet. OK? Donc, je ne vous garantis pas nécessairement un super sommeil, mais c'est pas grave. Il y a ça mélangé à l'énervement, à l'angoisse positive, de se lancer dans une ascension comme ça, c'est merveilleux. 90% des gens qui font le voyage avec nous, c'est souvent une des premières expéditions de type alpinisme qu'ils font. Comme je vous l'ai dit, le terrain le permet, donc on va préparer aussi les gens en conséquence. Et là, on est au jour J, on se lance, on se réveille autour de minuit, minuit et demi pour partir vers 1h, 1h30, 2h selon les rythmes. Et on se lance en pleine nuit à la frontale, on voit pas trop ce qu'on fait. Et puis tant mieux, je vous dirais, parce que bon, c'est quand même parsemé de crevasses, modestes, mais quand même. Et donc, des fois, ne pas voir le danger, c'est bien, c'est mieux. Ça reste que, oui, j'ai dit tantôt un terrain facile, donc le danger est assez objectivement faible. Et regardez l'angle du terrain, donc on n'a pas trop à se préoccuper de ça. On est encordé quand même. On marche avec des crampons, mais on a un mélange de bâton de marche et piolet. Motadine d'Everest qui est tout le temps derrière nous, c'est tannant celle-là, donc on se retourne tout le temps un peu derrière pour finalement s'encourager, je dis, Colin, ok, c'est pour ça que je fais ça, finalement. Et aux petites heures du matin, 7-8 heures, on devrait arriver ici au sommet. Donc, souvent, la partition finale est un petit peu technique, mais ça varie selon les historiques de vent, etc. Donc, on verra bien. Depuis 2 ans, on n'a plus besoin de corde fixe, rien. Ça se monte super facilement à cause que la glace et la neige ont bougé. Et on va atteindre tranquillement ce point culminant à 6476 mètres.
Et puis, petit clin d'œil ici à mon ami Dawa et le sommet de l'année passée ici, qui est un petit peu plus incisif, mais qui est un tremplin incroyable, une vue malade sur l'Everest. Et là, tu te dis, waouh, ok, c'est un moment fort de mon existence. Même, c'est la troisième fois que je le faisais l'année passée, puis j'ai encore eu cette charge émotionnelle très forte. Gros groupe qui était on top. Et on se souvient du motto, de la devise de un sommet ne se réalise que lorsqu'on arrive en bas. Alors, redescente obligatoire pour tout le monde. Donc, il faut garder suffisamment d'énergie, de concentration pour redescendre. Faire bien attention parce que des fois, avec la fatigue, c'est là que ça arrive les accidents. Donc, on est à fond, définitivement à carré, que ça sera réussi, réalisé. Et encore une fois, hein, sommet ou pas, là, on s'entend. Donc, le but, c'est d'aller au bout de ses compétences ou de ses capacités individuelles. Puis après ça, on aura un beau trek de, je dirais, 3 jours pour décanter tout ce qu'on aura vécu, parce qu'on doit revenir un petit peu sur une journée et demie sur nos pas et garder encore un jus dans les jambes pour franchir le col de Zatrois qui nous fait remonter entre 3400 et 4600. Donc, c'est pas fini le voyage ou le trek à ce moment-là. Et cette longue descente sur des marches de roche vers qui nous amène à Lukla finalement. Donc, une modeste descente entre 4600 mètres et 2750. Je vous dirai pas comment vont les quadriceps le lendemain, mais c'est pas important parce que ça sera la fête à Lukla. Donc voilà, on termine à Katmandou et parce que je sais pas s'ils m'écoutent ou me voient ce soir, c'est 2 amis de mon dernier voyage, mais c'est notre petit clin d'œil à la jeunesse népalaise qui est aussi dans un univers de TikTok, de Instagram et de fashion. Donc, on était sur Swayambunat. Swayambunat, je trouve qu'il est un merveilleux temple pour finir un voyage au Népal, souvent en fin de journée, au crépuscule. Et donc, tout le monde se prend en photo comme ça, des petites poses sexy sensual, dans un lieu fort. Donc, OK, nous aussi, on joue le jeu parce que nous, l'immersion culturelle, c'est super important chez Caravanier. Donc, je vous laisse avec cette photo que j'aime bien, en fait, de cette stupa de Swayambunat, de son rapport spirituel, du vent qui passe dans les drapeaux de prière, de cet appel vers l'au-delà. Bref, c'est ça le Népal, grosso modo. Alors, voilà. Merci de nous avoir écoutés, du moins pour cette portion-là. J'ai vu qu'on avait des questions. Oui. Okay. Bon, qu'il y a des rencontres de préparation quelques mois avant le trek. Non! Oui, donc évidemment, c'est toujours, ça dépend, 45-30 jours avant, ça dépend de la dynamique. Quand le groupe est plein, on essaie évidemment de ne pas laisser personne de côté. Dans le cas du Méropique, en tout cas l'année passée, cette année, ça a été plus compliqué avec la provenance de tout le monde. On a essayé de faire une rencontre en live, là, revoir les techniques, passer à travers toutes les questions. Cette année, ça a été plus complexe, mais on le fait anyway sur place. T'sais, on va avoir la révision technique, donc les gens qui veulent s'initier, là, je parle évidemment juste du Méra, là, mais ceux qui veulent s'initier à l'alpinisme, lancer un défi de l'envergure comme ça, sachez que oui, c'est bien d'avoir une expérience de marche en crampon, peut-être dans les Adirondacks ou dans les Whites, là, mais on peut se lancer ce défi-là si on a une énorme capacité, une très bonne capacité physique, mentale, si on a vécu l'altitude. C'est vraiment de l'initiation. Pour les autres treks, évidemment, on a une rencontre toujours préparative, mais on a aussi plusieurs petits moments où justement on amène de l'information, on prépare les gens, on les met dans l'ambiance aussi, parce que c'est vraiment aussi une transition mentale aller vers le Népal, donc il faut être prêt techniquement, avoir les bons équipements, mais aussi avoir la tête pour y aller. Autre question. Y a-t-il toujours quelques participants qui ne réussissent pas la montée et quelle est la cause principale de l'abandon? Prenons les faits. C'est souvent, je vous dirais, comme cette année, on a, je pense, 5 sur 6 qui ont réussi l'ascension. L'année passée, c'était 7 sur 9 ou 6 sur 9, bref, un tiers, on peut dire un tiers là, qui ne se rend pas jusqu'au bout. Allons-y comme ça de manière honnête. La raison, souvent, c'est l'acclimatation. C'est-à-dire que c'est l'altitude qui est trop
qui rentrent trop dans le corps, puis les gens sont à bout de leur capacité. Mais je vous dirais aussi un petit volet mental. Donc, j'ai remarqué un abandon ou deux l'année passée, puis je me dis, ça sent la crainte, ça sent la peur d'avoir peur. Donc, et ce qui est très normal par le fait même. Là. Donc, c'est sûr que c'est un univers que peut-être que bien des gens n'ont pas vécu se lancer dans ce genre de poussée sommitale-là, la nuit, le froid, les équipes qui gueulent, les chapeaux qui parlent. C'est comme un environnement sonore, visuel qui est quand même incroyable. Donc, ça peut faire peur et des fois, bah, il y a blocage. T'sais. Mais c'est vraiment les deux raisons. Parce qu'on réussit toujours à avoir, évidemment, la fenêtre météo favorable pour y aller, étant donné le choix spécifique de nos dates. Là. Comment Ah. peut-on se préparer mentalement? Okay, l'hiver, tu mets pas de jacket, tu mets les mains nues, tu t'endures le corps. Non, non, ben oui, moi, parce que j'ai déjà fait ça. Mentalement, ben c'est sûr que c'est votre route de vie, c'est ce que vous avez fait avant. Donc, des, la capacité de faire face à des changements de situation, à des changements de plan, à des revirements, ça, c'est le mental. Ce qu'on n'a pas parlé aussi, moi, ce que j'appelle ça le petit quotidien au Népal, c'est tous ces moments où la vie est complexe. OK? Donc, juste, on ne fera pas trop de détails, là, mais aller aux toilettes. T'sais. Ah, ben oui, on a une tente toilette, c'est bien cool. Des fois, même si c'est dans un lodge, mais tu sais, c'est gelé le matin, le plancher il est gelé, tu glisses, faut que tu scoopes de l'eau dans un baril bleu pour faire partir number two. Tu sais, c'est tous des moments qui sont rough. C'est de l'inconfort, c'est sûr. Tu sais, on se cachera pas ça. Donc, la capacité, la force mentale, c'est la force de tolérer ça d'une certaine manière. C'est la. Puis là, il y a peut-être des chasseurs là, entre vous, il y a peut-être des gens qui ont fait des longues randonnées en autonomie, pas nécessairement en altitude, qui ont vécu un peu ce petit quotidien-là que je trouve rough. Mais donc ça, c'est une façon de se préparer mentalement à tout ça. L'alimentation, des fois, c'est pas évident. Tout l'univers bactériologique je vois une question comme ça, là. Ah bah, Gastro-intestinal, ouais. est-ce que les gens développent beaucoup de troubles? Oui, ben, la réponse, c'est oui. C'est quand même. L'hygiène des mains, l'hygiène de la contamination croisée, c'est quelque chose qu'on fait vraiment attention, mais qui est tough à contrôler. Fait que ça, là, imaginez-vous une journée, là, tu te lèves avec une chivovite, là, puis t'en as pour 2 jours de marche à être dans cet environnement-là. Donc, normalement, on resterait couché à la maison, on écouterait des films. Là, fait que là, il faut marcher quand même minimalement souvent. On s'adapte aussi au groupe, on s'adapte à chacun, mais ça reste qu'ici, il faut passer à travers des difficultés comme ça qui, mentalement, peuvent nous affaiblir. Mais en bout de ligne, cette adversité-là, finalement, il y a toujours quelque chose qui émerge de ça. Donc, on se dépasse, on se confronte hors de notre zone de confort. Et il y a souvent quelque chose qui ressort de nous puis qui fait en sorte qu'on passe à travers ça. Et ça, c'est un élément de satisfaction qui est hallucinant. C'est quelque chose qu'on va vouloir retrouver après. On sort complètement de la banalité à ce moment-là. Donc, moi, c'est pour ça que j'invite les gens à, évidemment, moi, bon, je parle un peu pour ma patrie, là, mais je veux dire, ça reste que c'est ça qui nous anime le plus. Donc, voilà, faut pas avoir peur de se confronter, mais pour ça, on se prépare bien. Puis on vous prépare bien. Combien de temps au top du Mera? Mmh. C'est un peu, c'est tout l'absurde des sommets, tu sais. Monsieur Messner, justement, qu'on a vu tantôt, disait pourquoi, ben, il s'est fait poser la question, mais pourquoi on va grimper ces montagnes-là? Ben, la réponse, c'est parce qu'elles sont là. T'sais. Donc, c'est l'attirance de l'homme vers des lieux inatteignables, ou qui nous paraissent inatteignables. Donc, et tout ça, si on le fait pour le moment qu'on reste au top, c'est un peu absurde. Parce que souvent, c'est 45 minutes, une demi-heure. C'est le temps de profiter du moment, prendre des photos, de se coller, de se serrer dans les bras, de pleurer un coup parce qu'on justement on a poussé dans notre zone d'inconfort. Mais c'est 45 minutes de base. Donc, il ne faut pas faire tout ce voyage-là pour ça, évidemment. Tant mieux si on le vit. Mais sinon, c'est le chemin. C'est le chemin parcouru
qui, à mon avis, vaut grandement l'intensité. Et ça, on s'en rend compte au retour ou avec le temps, comme un grand vin. Ça prend du temps avant d'être bon. Comprendre l'anglais? Ben oui, ben ouais, vas-y, Ophélie, là, je prends toute la place. Non, c'est correct. Comprends l'anglais, pas nécessairement. En fait, l'équipe locale, bah, vos guides locaux, vous êtes accompagnés par un guide caravanier, mais aussi donc par une équipe locale avec des guides népalais qui vont parler anglais, parfois moyennement. Donc, puis alors les porteurs sont rares, enfin rares sont ceux qui parlent couramment l'anglais. Donc, au sens inverse, on vous encourage, vous, à apprendre le népali, cher Pani. En tout cas, le plus possible, apprenez quelques petits mots, puis ça fait vraiment toujours, toujours plaisir à l'équipe d'avoir quelques échanges comme ça, puis de voir vous faites l'effort. Donc, bref, quotidiennement, là, on va vous encourager à apprendre deux, trois mots de plus. En effet, je regarde les questions. Vous faites très confiance, c'est en nous qu'on manque. Ben, exactement. Mais ça se forge, hein, la Ouais. confiance en soi, puis ça se forge à l'échelle d'un voyage. Ça, c'est hallucinant. Puis, tu sais, souvent, on voit, je sais pas s'il y a du monde encore qui nous écoute. Mais souvent, en tout cas, il y a toujours l'image qu'on a la première fois des voyageurs, tu sais, qu'on va vous avoir vu peut-être en virtuel comme ça lors des rencontres préparatoires. Après ça, il est sur place, puis on se dit, bon, ok, wow, la façon qu'il est habillé, la façon qu'il se tient, ah, ok, cette personne-là est-elle prête vraiment à vivre ce qu'on va vivre? Il y a toujours des appréhensions vraiment basées sur l'apparence. Puis finalement, c'est toujours surpris, tu sais. C'est fou à quel point il y a comme une transformation des gens dans un Mm. périple comme ça. Euh, puis bon, dans tous les sens, hein, mais c'est vers le mieux, globalement, ça c'est Ouais. clair pour tout le monde. Puis moi, si je peux juste rajouter, je trouve qu'on est, en tout cas dans ce type de voyage, on est souvent capable de beaucoup plus que que ce qu'on pense. Parce que quand on se prépare ici, bah, on va faire une rando dans les Adirondacks ou n'importe, mais vous conduisez le matin, vous devez penser à votre lunch, vous reconduisez en rentrant. Bref, c'est quand même des grosses journées. Vous arrivez le soir, vous vous sentez brûlé. Alors que là-bas, vous avez qu'une chose à penser, c'est à marcher. À marcher, puis à quelles affaires je vais mettre demain. Parce que vous allez arriver sur les campements. Votre petit thé est prêt, votre tente est montée, votre matelas est gonflé, votre sac est déjà mis dans votre tente ou sur le bord devant votre tente. Donc il y a juste vos affaires à, je veux dire, vous avez juste à relaxer en arrivant, à penser à ce que vous venez de vivre la journée, puis bah, c'est ça, un jour à la fois. Le guide va vous parler du lendemain seulement la veille, ce qui fait que vraiment vous allez être en mesure. Puis c'est ça, on s'occupe pas de la nourriture, tout le monde s'occupe de vous tout le temps. Vous mettez juste les pieds sous la table, donc finalement, on est capable d'en prendre un peu plus que ce qu'on imagine et c'est ça, ben, on est là pour ça en fait, pour vous rendre le voyage quand même plus agréable. Mais même si ça vous prend une bonne préparation physique et mentale, ben, c'est ça, souvent on sous-estime un peu de quoi on est capable si on s'en rend compte sur Complètement. place. Complètement. Et quel luxe dans la vie de revenir à l'essentiel. Donc, tu sais, marcher, découvrir, manger, dormir. Bref, c'est à peu près ça. Euh, Waouh, quelle pause par rapport à l'existence des fois un peu effrénée qu'on a. Donc, ça, pour moi, c'est fondamental. Et c'est super important de faire l'exercice de le vivre à fond. Donc, déconnexion, on ne reviendra pas jamais assez à ce terme, mais si on peut se l'offrir ou le concentrer dans le temps. Mm. C'est ce que le Népal permet de faire, c'est parce qu'il y a d'autres régions aussi dans le monde, mais vraiment, ça, c'est fort, c'est fort. Benoît, kayak au Saguenay, tiens, tiens. T'as vu les belles rivières du Népal? On se fait une grande expérience de voyage. Oui, ok, oui, je comprends. Cette intensité-là, oui. Puis la longue durée aussi, le cheminement qu'on fait à travers le temps. Donc, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Avez-vous Bon, d'autres sujets pour nous craquer, là? on Non? pourrait rester encore C'est ça. un petit bout, je Ah, pense, mais ah, Marcelo, salut, on s'est parlé par courriel, donc ouais, c'est un beau complément de ce que je t'ai pas écrit. Alors, parfait. Merci de ton intérêt. Alors, on va rester là 30 secondes et vous saluer. Merci d'avoir écouté tout ça. Et puis, si vous désirez nous parler, eh ben, c'est par courriel ou par téléphone. Téléphone, je vous laisse trouver ça sur les internets. Sinon, courriel fx à commercial caravanier avec un s.com.
ou Ophélie, en commercial, caravanier, avec un S.com.